Et salutations les geeks, bienvenue sur Geek Chronicle TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de House of the Dragon. Et qu'est-ce qu'il était encore bien cet épisode. Alors, est-ce que je l'aurais apprécié de la même façon si j'avais pas vu les anneaux du désespoir, on va dire, avant, qui étaient très mauvais, hein, on va pas se mentir, hein. Je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. En tout cas, on est vraiment dans la continuité des deux premiers épisodes. Et c'est très très bon. C'est vraiment. Je vais du coup. Je fais pas de partie du coup sans spoil parce que voilà, à part dire que c'était bien, en vrai, voilà, pas grand chose à dire. Alors déjà, on rentre direct dans le vif du sujet avec pareil cette bataille au degré de pierre où on voit Daemon avec son dragon qui direct rentre dans le tas et on va dire fait un petit peu le ménage de ces espèces de brigands, bandits qui sont au service du gaveur de crabe, mais ils n'arrivent pas à le déloger parce que ces derniers, voyant il y a un dragon en face, ils sont pas complètement cons les mecs, hein, ils se réfugient dans les grottes et les cavernes. Ce qui fait que l'alliance Daemon Targaryen et comment il s'appelle l'autre de la maison Velaryon, Lord Corlys, je crois. Voilà, il galère un petit peu et ce qui va entraîner pas mal de petites choses par la suite. Et on va dire que après ce plan-là, on passe directement sur un truc beaucoup plus joyeux avec l'anniversaire de Aegon deuxième du nom, donc le fils de Viserys et de Alicent Hightower. Et voilà, un gros moment de réjouissance. Alors j'aime beaucoup dans cette saison quand ils alternent, on va dire, les différents plans. Genre avant c'était vraiment quelque chose d'assez sombre avec on voit le feu du dragon qui dévore les gens. D'ailleurs à un moment c'est vraiment extrêmement bien fait. Il y a un mec qui se fait instant balayer, enfin carbonisé, réduit en cendres par le souffle du dragon. Donc ça met bien le ton sur la puissance. Et avec ce Daemon qui est là en train de demander au gaveur de pierre. Ouh, je suis fatigué alors qu'on a le matin. Au gaveur de crabe de sortir et après, pouf, directement un plan sur dans le donjon rouge, beaucoup plus joyeux. Il y a vraiment des transitions comme ça très très intéressantes. Même émotionnellement, dans cet épisode, j'ai eu à un moment quelques petites larmes. Donc généralement, ça c'est très bon signe hein, quand il y a des épisodes comme ça qui arrivent à m'émeuvoir. Disons ça comme ça, c'est de bon augure. Et du coup, dans le donjon rouge, on a du coup la main du roi Otto Hightower qui discute avec son frère, donc un Hightower aussi forcément. Alors je n'ai pas retenu son nom, mais on va dire on s'en fout. Qui lui fait comprendre, qui lui demande bah écoute, ton fils du coup bah ça va être le prochain roi et tout, et lui il dit je suis pas sûr que le roi il partage cet avis, et lui il lui fait comprendre que bah si mec voilà, respecte la tradition, et parce que selon la tradition, effectivement, et c'est ce qui va poser les enjeux et pas mal de problèmes dans cet épisode et par la suite, c'est que normalement le nouveau-né, enfin le premier-né du roi, enfin premier-né avec sa nouvelle femme, donc Alicent Hightower, est censé, si on suit on va dire les règles, les traditions des sept couronnes, oui. Je sais pas s'il y en a sept à cette époque-là, je crois que Dorne fait pas partie, enfin bon bref, je sais plus, on s'en fout. Bref, et est censé normalement lui être l'héritier, sauf que le roi a désigné Rhaenyra pour lui succéder. Et c'est très marrant parce qu'à un moment dans cet épisode, il lui dit de prendre un roi consort. Alors j'avais jamais encore entendu cette expression dans Game of Thrones, je pense que c'est pas un truc qui est sorti très très souvent, mais c'est intéressant quand même de voir à quel point il est... Viserys c'est un roi, on va dire, enfin, visionnaire. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, mais qui essaie vraiment de sortir on va dire des coups, voilà, de la tradition, tout en même temps en essayant de la respecter et de faire plaisir à tout le monde, mais bon bah forcément, quand t'es roi et que t'essayes de contenter tout le monde, tu ne peux pas contenter tout le monde et finalement tu finis par contenter personne. Mais pour revenir dans le sujet, donc après on a une scène qui est très intéressante, qui est peut-être pour moi la scène la plus intéressante de cet épisode 3 où on a Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower qui se rencontrent donc dans le bois sacré, donc avec le Baral et tout. Et il y a un espèce de quiproquo, parce qu'à un moment le bard est un petit peu, on va dire, les fesses entre deux chaises pour rester poli, où Rhaenyra lui dit de continuer de jouer et la reine lui dit de partir, et lui dit oui majesté, sauf que Rhaenyra, bah, le comique c'est qu'elle elle ne voit pas Alicent, donc je sais pas, elle comprend pas trop pourquoi le bard, voilà, il arrête de jouer, tout ça, tout ça. Et on a directement cette lutte de pouvoir entre l'héritière
d'un côté et la reine, et on voit que le barde, bah, il choisit forcément d'écouter la reine, quoi. Et c'est du coup très intéressant. Alors après, je sais pas si Alicent est un peu bête, pour rester poli, dans le sens où elle dit «Oh Rhaenyra, je sais pas trop, pourquoi est-ce que tu me fais la gueule depuis plus de 2 ans?» Ah, déjà, t'as attendu 2 ans pour lui demander, ou comment que ça se passe? Et déjà, de deux, bah ouais, parce que peut-être que vu que maintenant, eh ben, t'as eu un gosse avec le roi et en plus un héritier mâle, bah Rhaenyra, qui était désignée pour être l'héritière, bah elle a un peu les boules parce que normalement, techniquement, le roi l'a désignée comme héritière et tant qu'il n'y avait pas d'héritier mâle, bah tout le monde était un petit peu obligé de se soumettre à ça, quoi. Et du coup, ben, on comprend que Rhaenyra, elle a un petit peu les boules. D'ailleurs, le perso de Rhaenyra, je commence à beaucoup m'attacher à elle, elle aimait de plus en plus, dans le sens où c'est vraiment cet ado qui est en recherche de soi. Elle le dit bien à un moment, hein, quand elle est dans le... Quand elle va au bois du roi, donc, pour aller chasser, enfin, participer à la chasse avec son père, elle dit bien «Je n'intéresse personne». Donc, la seule amie sur laquelle elle pouvait compter, bah, entre guillemets, l'a trahi pour elle, et elle n'a pas d'autres amis, pas d'autres pères, sa mère est décédée, et il va y avoir, durant tout cet épisode, une grosse tension avec son père, parce que du coup, lui, il lui fait comprendre, bah si, il faut que tu te maries, c'est comme ça, c'est dans l'ordre des choses, et c'est un petit peu ce que lui avait dit sa mère l'épisode 1 que ben voilà, les femmes sont faites pour avoir des gosses et surtout quand t'es l'héritière d'une grosse maison, encore plus Targaryen quoi. Donc son père lui fait rappeler que bah lui aussi quoi, il a des devoirs, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que techniquement il aurait dû. Le choix le plus logique en tant que roi, ça aurait été effectivement qu'il épouse la fille de Velaryon et non pas Alicent Hightower. Et on voit que là, il l'a plutôt choisi parce qu'il avait des sentiments pour elle, naissants, et qu'il commençait à l'apprécier. Donc en fait, il se trahit quelque part un petit peu, selon moi. Donc, et c'est bien parce qu'il y a pas mal d'ambiguïté comme ça entre les sentiments, les émotions de chacun. Et moi, j'ai trouvé que cet épisode, dans ce sens-là, était vraiment pas mal. Alors, certains, je pense, vont râler dans le sens où ils trouveront que c'est peut-être un petit peu trop, mais là, on est sur House of the Dragon. C'est pas du Game of Thrones classique où on va voyager dans tous les royaumes. Là, ça va vraiment être de l'intrigue de cour et de la politique. Donc, il faut s'y faire, quoi. Si déjà c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, ça va être, franchement, vous allez passer à côté déjà de pas mal de trucs et vous risquez de ne pas trop apprécier la série. Mais bref, du coup, je m'égare un petit peu. Donc après, on a la scène donc au bois du roi où il se passe au début pas grand-chose. Ah, c'est sympa par contre de revoir les Lannister et de voir ce Lannister un peu beauf dans le sens où je pensais que ce serait plus un. Il a plus un caractère. Alors, je vais pas dire de Nordien, mais il est là en mode genre, écoute, si tu veux, j'ai de l'argent et du pouvoir, si tu te maries avec moi, ça va te faire. Et elle lui fait comprendre que, genre, ouais, t'as cru que je manquais de pouvoir ou quoi? En mode genre, vas-y, t'es quoi, dégage. Et bon, elle va aller voir son père et elle lui fait comprendre que, bah, ouais, il a pas décidé pour elle de qui. De qui elle va épouser et ça va créer pas mal de tensions. Après, du coup, il y a comment il s'appelle, Sir Christian Cole qui va la retrouver. Il y aura une petite discussion avec elle. Elle va ramener un moment un sanglier parce qu'il y a un sanglier qui l'a attaqué et du coup, lui l'a sauvé. Puis après, on se voit qu'elle qu'elle s'acharne sur le pauvre sanglier. Et ensuite, donc on voit en soirée le roi qui commence à boire et devant le feu, donc il va se confier à Alicent en lui disant bah tout que grosso modo lui il essaie de faire au mieux et il comprend pas pourquoi ouais entre guillemets tout le monde est contre lui et on sent vraiment c'est d'ailleurs une des scènes qui m'a fait verser une petite larme d'empathie pour le roi parce qu'on voit qu'il est vraiment oppressé de toutes parts et que là genre il en a marre quoi le mec s'il pouvait si un mec qui lui disait écoutez monseigneur je peux prendre la couronne et s'il était assuré que le mec ferait bien le taf je pense qu'il lui refilerait direct en mode allez moi je me casse, je vais vivre ma vie de mon côté, j'en ai marre de cette pression. Et c'est plutôt sympa. Alors du coup, Allison qui c'est très intéressant parce que alors, du coup, je reviendrai peut-être pas sur cette scène vu que je vais l'expliquer maintenant. Euh, du coup, Otto Hightower, pour revenir à la scène de précédemment, lui fait comprendre que il faut qu'Alicent aille voir le roi et lui dise, bah grosso modo, ton fils, il faut que le roi officiellement le désigne comme héritier. Et autant
elle avait fait ce que son père lui avait dit au début, à savoir va voir le roi, essaie d'un petit peu de le dragouiller, de le séduire, tout ça, tout ça. Autant là, elle va aller voir le roi, mais elle va plutôt genre occulter totalement ce qu'a dit son père et plutôt aider le roi en lui donnant comme conseil alors, elle va le raisonner de façon assez intelligente, hein, elle n'est pas du tout en mode courtisane, grosse cata, entre guillemets, par rapport à la lettre qu'il a reçue de son frère. Alors je sais plus si c'est Daemon ou si c'est Lord Corlys qui lui a envoyé la lettre, mais voilà, elle va lui conseiller, grosso modo, d'aller les aider, et du coup, ça c'est plutôt sympa. Alors après, il y a cette histoire de cerf, dans le sens où ils étaient sûrs de traquer un cerf blanc et de l'abattre. Alors le cerf, c'est encore ce symbole de la royauté, hein. Enfin, on sait que, pareil, hein, le cerf, c'est un petit peu associé d'Angote au Baratheon. Sauf que c'est pas un cerf blanc, mais c'est un gros gros cerf, et le roi va... Donc le cerf a été capturé et l'achever avec une lance offerte en cadeau par du coup le Lannister. Alors je sais pas si c'est l'héritier de la maison Lannister, je connais pas bien, puis je me souviens plus le nom, puis Osef c'est un Lannister. Est-ce qu'il faut y voir le fait que ce roi Targaryen abatte d'une lance offerte par un Lannister un cerf qui est l'emblème des Baratheons? Est-ce qu'il faut y voir une métaphore ou quelque chose, en sachant que après le cerf blanc qu'ils étaient censés traquer va apparaître à Rhaenyra. Donc pareil, hein, Lord Christian Cole il tire son épée, puis Rhaenyra lui fait comprendre que non, c'est pas la peine. Et ce cerf blanc va partir. Donc est-ce que c'est une façon que les dieux ont eu de dire à Rhaenyra, tu es l'élu, Anakin, pardon, à Rhaenyra. En tout cas, j'ai trouvé ça plutôt sympa, un petit côté, je vais pas dire mystique, mais il y a quand même quelque chose, tu vois, tu sens que ça pose une ambiance et c'est extrêmement bien fait, je trouve. Et puis du coup, après, pareil, on a une scène avec, en tout cas sur la fin, avec Rhaenyra qui va discuter avec son père à cœur ouvert, et lui fait comprendre que non, bah, je t'ai désigné comme héritière, voilà, et il lui fait comprendre que, bah, écoute, au pire, voilà, trouve-toi un mari, mais je te laisse choisir celui que tu veux, quoi. Et je trouve ça sympathique, il y a vraiment... Viserys et Rhaenyra, ça pourrait être genre une relation père-fille aujourd'hui, quoi. Genre avec des gens qui ont leurs obligations, leur métier, leur travail, entre guillemets, et qui ont du mal à se parler, quoi, finalement. Alors que, basiquement, c'est quelque chose qui pourrait paraître comme normal. Alors qu'en fait, non, on se rend compte que dans la vie, c'est pas si simple que ça d'exprimer tes sentiments aux gens. Surtout que quand toi, t'es convaincu que quelque chose, bah, tu te rends pas forcément compte que les gens à côté, ils partagent pas tes opinions, ou, voilà, toi, il y a des vérités que pour toi, ils sont acquises, alors qu'en fait, les gens à côté de toi, bah, tu te rends compte que c'est pas du tout le cas, quoi. Et c'est un petit peu ça entre le roi et sa fille. Et j'ai trouvé ça plutôt touchant, petite scène qui m'a aussi fait verser une petite larme. Et puis après, alors, je me suis dit, en voyant l'épisode, je me suis dit, waouh, on va pas encore avoir de bataille, et ça va. Ils ont gardé ça pour la fin, et franchement, la bataille, c'est pas la bataille dans les anneaux de pouvoir, les gens. Allez, on reverse un petit peu de sel sur les anneaux de pouvoir, sur une plaie béante, en tout cas les blessures. Allez, ça c'est gratuit. Non, franchement, la scène est vraiment bien, avec ce Daemon qui vraiment... Alors, au début, et encore maintenant, je sais pas trop s'il a prévu son coup ou s'il est juste allé en mode YOLO, si c'est Lord Velaryon, Corlys, qui est venu avec ses filles, ses fils, derrière pour l'aider. En tout cas, très très sympa. Surtout cette scène où, en fait, Daemon, il parle pas beaucoup dans cet épisode, mais l'acteur est tellement charismatique en fait que on sait pas trop ce qui se passe. Il reçoit la lettre de son frère, comme quoi il vient l'aider, et à un moment il se met à frapper le messager avec son casque. Du coup, en tout cas, moi, comment je l'interprète, c'est il voulait pas en fait que son frère vienne l'aider. Pourquoi? Parce que pour lui c'était un signe de faiblesse et quelque part il va lui voler sa victoire. Dans l'épisode 2, comme lui fait comprendre Lord Velaryon, il faut que les deux arrivent à s'affirmer et il faut que eux remportent cette victoire pour être reconnus. Le fait que le roi vienne l'aider, quelque part c'est un aveu de sa faiblesse et de son échec. Et je pense que c'est pour ça qu'il voulait pas et que du coup il va pas attendre le renfort des rois, même si le roi va venir l'aider avec son dragon et lui permettre la victoire. C'est quand même lui qui va aller chercher j'allais dire le mangeur de crabes. Le gaveur de crabes, et par contre, ouf, cette scène où il tire son corps. Voilà. Et puis on se rend compte que finalement le gaveur de crabes c'était plus un. D'ailleurs, c'est intéressant de voir ce gaveur de crabes qui est malade, qui est chauve, enfin qui a une calvitie avec vraiment ce.
ce demi-visage, on a l'impression que ce home est vraiment clouté et collé, on va dire, dans son visage. Et ça me fait un peu penser, vous savez, dans la série originale de Game of Thrones, c'est Masque de la Harpie. Euh, alors je sais pas s'il est atteint de la... comment on appelle ça? La grise écaille, je crois que c'est la maladie, une des maladies qui est assez incurable, et donc on voit dans l'épisode, dans la série originelle, notamment quand ils vont dans les ruines de Valyria. Alors, je sais plus qui exactement y va, ils se font attaquer justement par ces personnes. Mais du coup, voilà, en tout cas, ça met fin à un problème. Alors, en même temps, 3 épisodes, il y a un moment, voilà, il faut qu'il y ait des enjeux narratifs qui arrivent, des choses qui se résolvent. Donc là, la bataille au degré de pierre a été gagnée, c'est une bonne chose. Maintenant, j'ai hâte de voir comment le dialogue qu'il va avoir entre Daemon et Viserys. Je pense que ça promet du bon. Donc, du coup, ben, cet épisode. Ah oui, encore une chose que j'oubliais. Ouais, les costumes. Les costumes dans cet épisode, j'adore. Franchement, autant, ce qui est marrant, c'est que Rhaenyra, pour une héritière, elle a des vêtements qui sont extrêmement classe. On sent vraiment cette noblesse, mais pas bling bling riche. Notamment, j'aime beaucoup cette robe, costume grisé avec sur les côtés les espèces de petites. Alors, c'est pas des spalières, mais ces petites écailles de dragon. Enfin, en tout cas, c'est brodé pour que ça ressemble à des écailles de dragon. C'est très très classe, même les robes qu'elle porte. Celle de la reine, elle est vraiment classe. Oh, ah, mais les armures, quoi. Celle de Corlys Velaryon, elle est tellement stylée. C'est pas les armures de Wish, de les anneaux de pouvoir. Allez, encore un petit peu de sel sur, sur les anneaux de pouvoir, voilà. Non, franchement, même ses fils ou même les troupes de la maison Velaryon, ils ont vraiment fait un gros taf dessus. Et franchement, moi je dis les gens derrière qui font les armuriers, les costumiers, franchement, c'est. Pour moi, j'irais presque à dire que c'est du même niveau. Alors je me dis presque du même niveau, je mets des guillemets, que la série originelle du Seigneur des Anneaux avec voilà, les armures, les costumes qui sont très classe. Et franchement, ça promet du bon par la suite. Bon, j'ai plus rien à dire sur cet épisode qui était très cool, vous l'avez compris. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mettre un petit commentaire, blablabla, tutti quanti. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les geeks, prenez soin de vous. Ciao.